Beaucoup de gens pensent encore que l'investissement durable, ça veut nécessairement dire avoir une performance inférieure à celle d'un investissement classique, voire même dans certains cas, on assimile ça à de la philanthropie. En réalité, c'est pas du tout le cas. Il y a des rendements qui sont sur longue période comparables aux rendements des marchés classiques. On va chercher des entreprises qui ont des bonnes pratiques environnementales, sociales et en termes de gouvernance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des efforts pour limiter au maximum son impact sur l'environnement, la consommation d'énergie fossile, la génération de déchets, la consommation d'eau, etc., etc. Dans ces portefeuilles-là, les portefeuilles bonnes pratiques, ce qu'on appelle aussi le best in class ou le ESG, il y a une sélection positive qui a été opérée pour privilégier des entreprises comme ça. Mais généralement, elles sont dans presque tous les secteurs d'activité. On va pouvoir trouver des banques, du luxe, de la pharmacie, de l'industrie, etc., etc. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce board patrimonial. Je suis Johan Derbyshire, le responsable des investissements de Cara Capital et Eden Family Office. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Edmond Schaff, le responsable de l'investissement socialement responsable de Sanso-Longchamp. Notre but avec le board patrimonial, c'est de démystifier un sujet et aujourd'hui, on parle de finances durables. Bonjour Edmond. Bonjour Johan. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir un responsable de finances durables dans une société de gestion ? Oui, avec plaisir. Donc, Edmond Schaff, je suis gérant de portefeuille et responsable de l'investissement socialement responsable chez Sanso-Longchamp Asset Management, une société de gestion indépendante qui gère à peu près 3,5 milliards. On est une cinquantaine de personnes et on est présent sur le domaine de la finance responsable depuis très longtemps, par conviction. Moi-même, j'ai fait l'intégralité de ma carrière, donc j'ai débuté il y a une vingtaine d'années dans ce domaine-là. En fait, ça remonte à très loin cet intérêt pour la finance durable chez moi, puisque au lycée, j'hésitais entre deux carrières très différentes. D'une part, ingénieur des eaux et forêts et d'autre part, analyste financier. Donc finalement, ce poste dans la finance durable, d'une certaine manière, ça me permet de concilier les deux. Ceci dit, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment très pertinent de s'intéresser à ces sujets-là, dans la mesure où on est dans un monde où le changement climatique et la dégradation des écosystèmes vont transformer en profondeur nos sociétés et nos économies dans les décennies qui viennent, et donc aussi avoir des impacts sur les entreprises et sur les investissements. Et ça me semble clé de prendre ça en considération dans les choix d'investissement. Donc c'est une manière de concilier l'urgence climatique, mais aussi les opportunités qu'on peut y retrouver dans cette tendance. Exactement. Une dimension risque et une dimension opportunité, tout à fait. Il y a beaucoup d'idées reçues. Est-ce que tu peux nous en citer une ou en tout cas un chiffre qui t'a profondément marqué, toi, Edmond ? Alors, je pense que l'idée reçue la plus répandue, c'est vraiment ce qui touche à la performance. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent encore que l'investissement durable, ça veut nécessairement dire avoir une performance inférieure à celle d'un investissement classique, voire même dans certains cas, on assimile ça à de la philanthropie. En réalité, c'est pas du tout le cas. Il y a des rendements qui sont sur longue période comparables aux rendements des marchés classiques. Après, il y a un comportement qui, on va y revenir plus en détail sans doute dans notre entretien, mais qui peut être différent à certains moments. C'est-à-dire que typiquement, on a eu il y a 6-7 ans une phase où les rendements étaient supérieurs à ceux du marché, et depuis 2-3 ans, à l'inverse, les rendements sont plutôt inférieurs, en particulier dans le domaine des actions cotées. Donc, il faut prendre ces spécificités-là en considération quand on est un investisseur qui s'intéresse à ce sujet. Donc en effet, ce que tu dis, c'est que globalement, on peut avoir une envie de donner un sens à ces investissements, mais il faut aussi comprendre que donner du sens, ça peut aussi être un peu différent que purement les marchés qu'on connaît, donc les indices. C'est aussi donner un petit biais qui doit être assumé, en tout cas pour un investisseur. Absolument. Alors, effectivement, plus on va vouloir aller loin dans la quête de sens et d'impact positif sur l'environnement et la société, plus nécessairement on va travailler à partir d'un univers d'entreprise sous-jacente qui va être réduit par rapport à l'univers du marché global. Typiquement, tous les secteurs comme le luxe, les banques, des choses comme ça, c'est des choses qu'on va quasiment pas retrouver dans les portefeuilles avec les démarches les plus poussées, donc ce qu'on appelle les portefeuilles avec une recherche d'impact. Et on va être plus concentré sur des secteurs comme l'industrie, au travers d'entreprises comme par exemple un Schneider Electric qui va développer des solutions pour l'électrification de la société et l'utilisation efficace de l'énergie.
Donc, il va vraiment répondre à des problématiques environnementales de fond et de long terme. Et ou des valeurs des secteurs comme l'éducation, la santé, qui vont apporter des bénéfices sociaux assez clairs. Et donc, on a cet univers plus concentré, donc qui va forcément bouger sur le marché, pas de la même façon que le marché dans sa globalité. Oui, bien sûr. Et globalement, ce qui est assez difficile, je pense, pour la plupart des investisseurs et même certains professionnels, c'est l'ensemble des acronymes qui se sont créés autour de l'investissement durable. Peut-être on peut revenir un petit peu sur quelques acronymes qui vont permettre notamment à nos auditeurs de mieux comprendre demain quand ils regardent un produit financier, quel est le degré de vert, si on peut l'appeler ainsi, de cette solution d'investissement. Oui, il y a beaucoup d'acronymes, je vais essayer effectivement de les expliciter. Alors on parle, on le disait tout à l'heure, d'ISR pour l'investissement socialement responsable. Disons que c'est un terme générique qui va regrouper une réalité assez large en fait. On va trouver vraiment différents niveaux d'implication. D'abord, on va avoir les fonds qui vont se fonder sur éviter les mauvaises entreprises. Donc, ce qu'on appelle une démarche d'exclusion. Donc, ça veut dire ne pas investir dans certains secteurs d'activité qui sont jugés comme néfastes pour l'environnement et la société. On peut penser au charbon, au tabac, au pétrole, au gaz, et éviter aussi les entreprises impliquées dans des controverses, donc des scandales liés à des pollutions, liés à de la corruption, du travail des enfants, ce genre de choses. Ça, c'est, on va dire, la forme la plus ancienne, mais aussi la plus basique de l'investissement socialement responsable. Ensuite, l'étape d'après, c'est aller chercher les entreprises qui ont des bonnes pratiques. Et là, on va justement trouver l'acronyme ESG pour environnement, social, gouvernance. Donc, on va chercher des entreprises qui ont des bonnes pratiques environnementales, sociales et en termes de gouvernance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des efforts pour limiter au maximum son impact sur l'environnement, la consommation d'énergie fossile, la génération de déchets, la consommation d'eau, etc., etc. Faire des efforts pour bien traiter ses salariés, sélectionner aussi ses fournisseurs en prenant en compte ce type de critères pour éviter d'avoir des fournisseurs qui ont recours au travail forcé, au travail des enfants, ce genre de choses. Et puis avoir une bonne gouvernance en termes d'éthique des affaires, en termes de mixité aussi dans l'entreprise, etc. Donc, tout ça, dans ces portefeuilles-là, les portefeuilles bonnes pratiques, ce qu'on appelle aussi le best in class ou le ESG, on va trouver des entreprises il y a eu une sélection positive qui a été opérée pour privilégier des entreprises comme ça. Mais généralement, elles sont dans presque tous les secteurs d'activité. On va pouvoir trouver des banques, du luxe, de la pharmacie, de l'industrie, etc., etc. Ce qui permet sûrement de plus inclure différents secteurs que l'exclusion. Tout à fait. Ouais. Donc, ça permet d'avoir une performance potentiellement plus proche du marché que la démarche dont je vais parler juste après, qui est ce qu'on appelle généralement les thématiques durables et même l'impact investing, où là, on va se concentrer sur les entreprises qui apportent des solutions aux grandes problématiques environnementales et sociales que l'on connaît. C'est-à-dire le changement climatique, la dégradation des écosystèmes, les grandes maladies, l'éducation, la cybersécurité, etc., etc. On a pensé à pas mal de thématiques différentes. Donc là, il y a une sélection qui va s'opérer sur le métier de l'entreprise et par définition, du coup, on va avoir, en effet, comme on le disait tout à l'heure, un périmètre d'investissement beaucoup plus restreint, ou en tout cas plus restreint par rapport à un portefeuille classique. Et donc des biais beaucoup plus importants. Et donc toi, en tant que gérant, en tant que constructeur de portefeuilles qui ont du sens, justement, comment tu fais pour faire un mix entre des solutions qui sont peut-être plus proches du marché, mais quand même avec un petit biais où il va y avoir un filtre ESG, et des solutions plus thématiques. Comment tu fais pour construire un portefeuille? Ça dépend peut-être des portefeuilles aussi. Alors, ça dépend bien sûr des portefeuilles et aussi des attentes, évidemment, des clients. Je pense que c'est très important en tant que client, quand on a ce type d'intention, de bien comprendre aussi ce que ça implique en termes de performance et de risque. Donc, nous, ce qu'on essaye, on est évidemment là pour répondre aux attentes des clients. Maintenant, on essaye de bien les sensibiliser sur ces problématiques-là, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension au départ et que le client nous dise finalement ça ne correspond pas du tout en termes de performance à ce que j'espérais, mais il ne se rend pas compte en fait au départ qu'il ne peut pas vraiment blâmer le gérant pour ça. C'est l'univers sous-jacent qui, pendant une période donnée, s'est comporté assez différemment de l'univers standard.
Peut-être je voulais revenir sur un dernier acronyme qui est important pour les investisseurs, qui est la SFDR. Bien sûr. Donc c'est la Sustainable Finance Disclosure Regulation, un terme un peu compliqué anglophone. En fait, c'est une réglementation européenne qui a pour objectif, finalement, d'aider les investisseurs à trouver les produits qui leur correspondent sur le marché de la finance durable. Cette SFDR, en fait, elle distingue finalement deux grandes catégories de produits. Un, les produits article 9, où on va trouver là-dedans essentiellement les fonds vraiment axés sur les solutions et l'impact. Et ensuite, les fonds qu'on appelle article 8, où là, malheureusement, on peut regretter que la réglementation n'ait pas été suffisamment bien faite, on va dire, parce que là, ça mélange finalement les fonds qui cherchent des entreprises avec des bonnes pratiques et les fonds qui se contentent de mettre en place des exclusions. Et donc, on voit bien que c'est pas tout à fait le même niveau, le même degré d'engagement, et c'est un peu difficile, du coup, pour les investisseurs de s'y retrouver. Heureusement, il y a une réforme qui est en cours de la SFDR et qui devrait permettre de régler ce problème. Et tu parles pas d'article 6 ? Alors, les articles 6, tu as raison d'en parler, ce sont les fonds qui ne prennent pas du tout en considération les questions environnementales, sociales et de gouvernance. Donc, si je schématise, un client qui veut regarder qui veut inclure en tout cas des solutions de finance durable devra au minimum regarder des articles 8 et aller sur du SFDR 9 pour peut-être des solutions vraiment sur l'impact investing, donc de l'investissement à impact, mais en comprenant aussi qu'il y a certains biais et donc notamment des modes peut-être sur certaines thématiques. Si on parle de justement peut-être un des conseils qu'il faut donner, nous c'est ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est que donner de l'impact, ça peut être très bien, mais il faut aussi construire un portefeuille. Et donc ce qu'on a pu voir dans le temps, c'est que certaines thématiques peuvent très bien marcher dans certaines phases de marché et être un peu moins à la mode. Est-ce que tu peux peut-être nous citer, on a déjà un petit peu parlé de ça, mais peut-être certaines thématiques qui ont moins bien marché ou mieux marché dans certaines phases de marché ? Bien sûr. Alors, on va parler peut-être des énergies renouvelables et même peut-être carrément de l'hydrogène, qui était... alors, l'hydrogène, ça a été une thématique qui a été extrêmement populaire pendant la période du Covid. Il y a vraiment eu une bulle sur les, on peut le dire, sur les valeurs hydrogène. Je me souviens des multiples qui étaient montés jusqu'à plus de 100 fois les ventes, donc vraiment quelque chose de tout à fait phénoménal. On payait 100 fois les ventes certaines sociétés. Voilà, on payait 100 fois les ventes certaines sociétés, exactement. Et puis ça s'est évidemment dégonflé post-Covid. C'est la combinaison de plusieurs facteurs. Il y a eu la hausse des taux déjà sur ce type de valeur. Ça fait en général assez mal, mais surtout finalement les opportunités business se sont pas matérialisées aussi rapidement que ce que les gens s'imaginaient. Et donc voilà, je vais prendre une valeur comme Plug Power par exemple, elle a dû perdre plus de 90% de sa valeur entre le point haut et le point bas. Ils ont même, je crois à un moment, ils ont été en difficulté vraiment à tel point que l'entreprise a fait l'objet un peu de plans de sauvegarde, de soutien. Donc voilà, donc il faut faire attention. Il y a parfois un emballement, c'est pas propre à la finance responsable, ça existe sur différents sujets, mais ça peut arriver effectivement sur ce type de valeur. De façon plus large quand même, effectivement, sur des thématiques un peu moins niches, tout ce qui est énergie renouvelable, qui est quand même un secteur assez vaste, avait aussi très très bien fonctionné dans la période avant le Covid et avec un pic finalement post-Covid vers la fin de l'année 2020. Et ensuite, il y a eu une contre-performance de ce secteur-là. Là, au contraire, les sociétés ont quand même plutôt continué à bien se porter, c'est-à-dire à se développer. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a eu plus de compétition, ça a fait de la pression sur les marges. Donc, il y avait de la progression de chiffre d'affaires, mais ça se traduisait pas forcément au niveau du résultat. Et puis, les hausses de taux aussi ont fait que, typiquement, ces sociétés de croissance, les multiples de valorisation que les investisseurs étaient prêts à payer n'étaient plus les mêmes après la hausse des taux. Il y a des phases de recherche un peu plus fortes du marché sur ces valeurs que d'autres, et donc parfois on les paye plus ou moins cher. Exactement. Peut-être, on parle souvent parfois de politiques publiques qui peuvent influencer en tout cas ces grandes thématiques d'investissement, notamment la transition écologique. Aujourd'hui, on a Trump qui remet un peu en cause la transition écologique aux États-Unis. Comment, toi, en tant que gérant, tu prends en compte ces politiques publiques dans ta gestion au quotidien sur la finance durable ?
Alors c'est une très bonne question. Donc c'est vrai qu'il y a eu, avec l'arrivée évidemment de l'administration Trump au pouvoir, une forme de défiance, notamment vis-à-vis des valeurs de la Mhm, thématique environnementale, puisqu'il a un discours extrêmement orienté vers le soutien aux énergies fossiles. mhm, Après, il faut bien voir qu'aujourd'hui, la réalité économique a quand même changé sur ces secteurs-là, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins dépendants, voire plus du tout dépendants des politiques publiques. Aujourd'hui, produire de l'électricité avec des panneaux solaires ou avec des éoliennes, c'est tout à fait compétitif, sans subvention, vis-à-vis de sources fossiles ou vis-à-vis du nucléaire. Donc, dans les faits, ce qu'on voit, c'est que malgré en fait le fait que Trump ait retiré une partie du soutien des subventions qui existaient pour les énergies renouvelables, le secteur continue de bien se développer. mhm. Et puis aussi, il y a aussi actuellement avec l'émergence de l'intelligence artificielle, il y a une demande en électricité qui est très forte et on va en fait utiliser tous les moyens possibles pour produire cette Quelle que électricité, soit l'électricité. que ce soit du gaz, que ce Ouais. soit du renouvelable. Les grands développeurs de data centers vont recourir à toutes les solutions qu'ils ont à leur disposition pour répondre à leurs besoins Donc en la électricité. thématique, d'après toi, transition écologique, électrification, c'est aussi une façon différente de jouer l'intelligence artificielle pour des investisseurs. Tout à fait, c'est une façon de jouer un peu cette thématique-là, effectivement, d'investir sur cette thématique au travers du besoin en infrastructure. Ouais, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop quels seront le ou les grands modèles de langage qui vont être les gagnants de cette compétition féroce entre les grands hyperscalers, mais on sait qu'il va y avoir des besoins très importants en infrastructure, en centre de données, en transmission d'électricité, etc. Et ça, ça profite à un certain nombre d'entreprises de ces segments. Ouais, bien sûr. Et c'est une façon aussi peut-être de se dérisquer vis-à-vis de la très forte concentration qu'on a connue ces dernières années. Peut-être que tu peux revenir aussi sur le fait que pourquoi ces 3 dernières années ou 2 dernières années, peut-être l'investissement en finance durable, c'est aussi lié qu'il y a eu peut-être un peu moins de performance, c'est parce qu'il y a un peu moins de ces valeurs de technologie qui ont vraiment porté le marché. Oui, tout à fait. Il y a finalement dans les fonds, donc les plus avancés, les fonds qu'on va dire à impact ou thématique durable, il y a peu en général d'exposition directement aux producteurs de semi-conducteurs, aux grandes valeurs, aux 7 magnifiques, les fameuses grandes valeurs technologiques américaines. Mhm. Aussi à d'autres secteurs comme les banques, comme les minorifères par exemple, ou même la défense. Mhm. C'est pas forcément des thématiques qu'on va trouver dans ces portefeuilles-là. Donc comme le marché depuis plusieurs années s'est vraiment focalisé sur ces secteurs-là qui ont très très bien performé boursièrement, ces fonds-là ont eu du retard par rapport au marché. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de fonds qui connaissent ceux qui ont en fait la plus grosse exposition sur la partie transition, infrastructure électrique. Ceux-là commencent à connaître un peu un rattrapage grâce justement au fait que finalement il y a une forme de diffusion de cette thématique de On l'intelligence rentre dans artificielle. une deuxième phase. Voilà, on rentre dans une deuxième phase, on va au-delà du secteur technologique chercher les valeurs qui vont en profiter. Je pense que c'est intéressant dans cette méga tendance un petit peu de technologique que maintenant on a vraiment cette phase de diffusion et c'est vrai que c'est peut-être une bonne manière différente de jouer la thématique. Ouais. Exactement. Au début, on était très concentré sur Nvidia. Ensuite, on a eu les 7 magnifiques. Et là, ça se diffuse vraiment au-delà sur un panel un peu plus large de secteurs. Ok. Merci Edmond. On rentre dans une deuxième phase de l'entretien où peut-être parler de performance et de risque, même si on en a déjà parlé. Toi, en tant que gérant, évidemment, on parle beaucoup de performance et c'est peut-être un sujet clé, mais il faut aussi savoir gérer des périodes un peu plus difficiles sur le marché. Donc, la notion de risque, elle est importante. L'ESG, tu disais que c'était l'environnement, le social et le responsable. Mais quand on fait une analyse d'une société au-delà du financier, donc l'extra-financier, l'ESG, ça te permet aussi d'avoir un prisme de risque qui peut être intéressant. Est-ce que tu peux nous l'expliquer pourquoi, en tant que gérant, maintenant c'est indispensable, même si on ne fait pas de la finance durable, de regarder les critères ESG? Est-ce que c'est aussi une notion de risque? Bien sûr, alors absolument. Je pense que c'est complémentaire de l'analyse financière et notamment sur le plan des risques. Tu as tout à fait raison de le souligner. Il y a plusieurs choses à prendre en considération. Sur le plan environnemental, par exemple, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'événements climatiques extrêmes, par exemple, qui se produisent du fait du réchauffement climatique. Et donc, c'est intéressant de se demander comment les entreprises intègrent ça
dans leur politique de gestion des risques, de savoir est-ce qu'elles regardent où sont localisés leurs actifs, est-ce que ces actifs-là vont être sensibles à des inondations, des vagues de chaleur, ce genre de phénomène extrême qui est quand même de plus en plus fréquent aujourd'hui, et voir quelle politique elles ont mis en place pour essayer de gérer ces risques au mieux. Et puis on voit aussi qu'il y a plus globalement quand même la réglementation. C'est un peu cyclique, mais en tendance, ça se durcit, les réglementations environnementales. Donc, c'est important de regarder que l'entreprise ait fait en sorte de réduire ses impacts environnementaux. Sinon, elle risque probablement à long terme de faire face à des amendes ou de ne plus avoir le droit d'opérer dans certaines régions où il y aura du stress hydrique, ce genre de choses. Donc ça, c'est un premier point. Sur le plan social, c'est toujours intéressant de voir comment sont traités les salariés, quelles sont les politiques de fidélisation, de diversité. On sait que généralement, quand il y a, on gagne de la productivité quand on fidélise les salariés, etc. Donc, c'est aussi bon pour l'entreprise sur le plan financier. Ça, c'est important. Et puis, évidemment, la gouvernance, ça reste incontournable. C'est pas une nouveauté, mais et en termes d'éthique des affaires, de contre-pouvoir, c'est important. C'est quand même des signaux faibles qui peuvent montrer que lorsque la gouvernance est pas très bonne, qu'il y a des risques de scandales, de mauvaises surprises un peu sur l'entreprise. Ouais, bien sûr, c'est peut-être le premier pilier qui existait avant l'analyse des autres. La gouvernance, c'est peut-être le... Tout à fait, la gouvernance, la qualité du management, c'est des choses qui sont, on va dire déjà classiques, diffusées, assez largement partagées par la communauté financière. Après, il y a un petit accent en effet supplémentaire qui est mis dans l'analyse de gouvernance au sens ESG où nous les gens de l'ISR on l'entend, c'est-à-dire qu'il y a une dimension un petit peu plus importante aussi, d'une part sur l'éthique des affaires, sur l'existence de contre-pouvoirs dans l'entreprise et sur la diversité aussi au sein des conseils d'administration. Et toi, tu vas faire l'analyse avant de rentrer, par exemple, une valeur en portefeuille. Mais après, il va y avoir une vie de cette valeur dans le monde et dans ton portefeuille en termes de performance. Mais tu dois revoir régulièrement comment ça marche. Tu revois régulièrement ces sociétés pour justement t'assurer que leurs notes, autant financières que extra-financières, conservent de l'attractivité. Oui, bien sûr. Donc, on s'appuie évidemment sur des fournisseurs de données et d'analyse externes parce qu'on a des milliers d'entreprises dans lesquelles on peut investir. Donc, on n'a pas non plus de ressources illimitées. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension un peu structurelle qui est ce que va communiquer l'entreprise. Donc, ça se fait généralement via un rapport de développement durable où là, chaque année, on va avoir des informations sur la performance en termes d'émissions de gaz à effet de serre, sur la répartition, sur les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, ce genre d'éléments. Et puis, au fil de l'eau aussi, on peut avoir des alertes qui vont remonter. Donc, il y a un suivi de l'actualité là, qui est fait de façon permanente et qui va éventuellement permettre de détecter si l'entreprise est impliquée quelque part dans un accident industriel, un scandale, une remise en cause par ses salariés, par une ONG, sur quelque sujet que ce soit, qui va potentiellement nous alerter et nous amener à réviser notre opinion sur l'entreprise. As-tu un exemple peut-être d'une société que tu avais en portefeuille, que finalement il y a eu une dégradation ou qui t'a fait sortir une société ? Alors, pas nécessairement sortir une société, mais c'est vrai que typiquement une société comme Microsoft, que tout le monde connaît, qui était historiquement une valeur très très appréciée des gérants socialement responsables. Je crois que ça faisait partie des 3 entreprises les plus détenues par la communauté des gérants ISR à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est une entreprise dont le profil est devenu moins bon pour plusieurs raisons. Il y a une raison environnementale qui est évidemment tout le développement autour de l'intelligence artificielle et donc ça entraîne un peu une augmentation des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes et du coup ça remet potentiellement en cause leur capacité à atteindre leur objectif qui était la neutralité carbone dès 2035 si ma mémoire est bonne. Et puis sur le plan social, c'est vrai que Microsoft a réalisé une acquisition qui n'a pas été forcément très médiatisée, qui était l'acquisition de Activision Blizzard, un éditeur de jeux vidéo, en fait, qui avait des pratiques sociales très controversées. Il y avait des cas de harcèlement dans l'entreprise, etc.
Et donc, cette acquisition a dégradé un peu le profil également social de Microsoft. Voilà. Donc, c'est pas une valeur qu'on a forcément sortie des portefeuilles, mais c'est vrai qu'on a peut-être pu réduire notre exposition et qu'on la regarde aussi de façon un petit peu plus prudente que ce qu'on avait l'habitude de faire avant. Ok. On a beaucoup parlé d'actions, mais évidemment, le marché est beaucoup plus vaste. Même le marché des actions n'est pas forcément le plus gros aujourd'hui sur les marchés listés. Pour un investisseur qui n'a pas la capacité en termes de profil de risque de faire que de l'action, est-ce que c'est faisable de faire de la finance durable, de la finance à impact, quand on a un investisseur, par exemple, prudent ? Alors oui, c'est faisable, ça dépend du degré encore une fois, d'engagement durable qu'on veut mettre dans son portefeuille. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde obligataire, il existe des émissions qui s'appellent les Green et Social Bonds. Donc les Green Bonds, ça va financer tout simplement des projets avec un impact environnemental positif. Social Bonds, impact social. C'est notamment les Green Bonds, c'est quand même assez répandu, à peu près. Donc en 2024, il y avait à peu près 7% du marché obligataire des nouvelles émissions qui étaient des Green Bonds. Ça permet quand même du coup d'aller chercher une bonne diversification en termes d'émetteurs. En revanche, c'est vrai que c'est plutôt des émetteurs de bonne qualité, c'est-à-dire des émetteurs solides financièrement. Et du coup, le rendement offert ne va pas forcément être très attractif. Donc, il faut prendre ça en considération quand on a un profil prudent et qu'on veut aller sur ce type d'investissement. Tout en conservant de la liquidité aussi, parce que sinon après on peut partir sur de la dette d'infrastructure, des choses comme ça, mais là on bloque son capital pendant longtemps. Voilà, il y a une difficulté, on va dire, une petite limite en termes de rendement sur ce qu'on peut espérer. Donc naturellement, c'est un peu ce qu'on dit nous aussi chez Cara Capital et Eden Family Office, c'est d'accompagner nos clients, se dire peut-être une partie peut être en action même pour un profil prudent, mais voilà, c'est vrai que sur la partie obligataire, c'est peut-être un peu plus difficile, mais il y a quand même des solutions qui émergent et c'est vrai qu'on voit que la croissance des green et social bonds augmente aussi en termes d'émissions chaque année, donc peut-être dans quelques années, peut-être cette réponse sera peut-être plus facile à faire pour nos clients. Ouais. Pour finir sur une note positive, qu'est-ce que tu vois, toi, en termes de dynamique, malgré, on a beaucoup de bruit sur les sujets de la finance durable, surtout depuis l'arrivée de Donald Trump, mais toi, tu vois quand même un engouement, une évolution positive sur l'évolution, en tout cas de la réglementation, sur l'évolution de la demande, sur des produits financiers à finance durable ? Alors oui, je pense que il y a évidemment des cycles, et là on l'a évoqué, jusque fin 2020 on était dans un cycle très positif. Là on vient de traverser un cycle un peu plus difficile en termes de performance, et du coup l'appétit des investisseurs s'est un peu réduit pour ce type de solution. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que ces problématiques-là, elles restent incontournables aujourd'hui. Elles vont pas disparaître. Les sociétés finalement se sont profité un peu de ce cycle pour se solidifier. Les solutions proposées par ces sociétés elles deviennent de plus en plus rentables. C'est plus simplement une question politique de les adopter. Ça fait du sens sur le plan économique. Et donc, certainement, à un moment, les investisseurs vont se réintéresser à ces thématiques-là. Et on peut espérer que la performance boursière va à nouveau être au rendez-vous. Et je pense que ça devient aujourd'hui assez incontournable tout de même de s'y intéresser dans le monde actuel. Merci à tous d'avoir écouté ce board patrimonial. Merci Edmond d'avoir pris le temps de démystifier la finance durable. On se retrouve dans un prochain board patrimonial bientôt. Merci beaucoup.